On peut dire que le monde du transport est très influencé par la géographie. Donc à Lyon, nous avons deux collines. Et Fourvière, sur laquelle nous sommes, est une des deux collines. Et l'autre colline est la Croix-Rousse. Et l'autre colline, qui est la Croix-Rousse, est une colline qui a vu naître le premier funiculaire au monde, donc en 1862. Et là, nous venons d'emprunter le funiculaire. Lyon a eu jusqu'à 5 systèmes de funiculaires, enfin 5 lignes de funiculaires. Et nous en avons gardé 2, qui sont Saint-Jean-Saint-Just et Saint-Jean-Fourvière. Je crois que les funiculaires de Lyon sont tout à fait automatiques. Donc il y a un gars dans chaque rame, le gars d'en haut passe son acquis, le gars d'en bas passe son acquis, appuie sur un bouton et ça marche tout seul. Là on roule à environ 8 mètres secondes. En automatique, s'il y a un problème, ça dégrade automatiquement à 4 mètres secondes. Donc finalement, le chef de train n'a pratiquement rien à faire. Non, le chef de train, il a juste respecté l'horaire, fermé ses portes et faire attention aux voyageurs. Éventuellement, faire évacuer les clients s'il y a un arrêt dans le tunnel, un arrêt d'urgence et qu'on est obligé d'évacuer. Bon, là, il intervient. Ça arrive de temps en temps? Non, de moins en moins, là. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait une panne de courant d'EDF. Par la suite d'orage, donc on a eu des gros transistors qui ont grillé et donc là automatiquement on a été obligé le temps d'intervention de faire évacuer les clients. Monsieur, vous êtes chef de train dans le funiculaire à Lyon. Vous avez un travail passionnant. Très passionnant comme vous avez pu le constater. Ça se borne donc à l'ouverture, fermeture des portes et puis bon, donner le départ, sinon tout le reste est automatique, les arrêts, démarrage, donc on a un rôle assez restreint. Enfin, il faut quand même quelqu'un, surtout au niveau sécurité, pour le contrôle, si les gens sont bien montés en rame, au cas où ça s'arrêterait en cours de route pour éventuellement faire évacuer. Sinon, c'est vrai qu'au niveau du travail même, c'est assez restreint. Vous travaillez tous les jours sur le funiculaire? Non, seulement de temps en temps en remplacement. Sinon, je suis conducteur d'autobus en temps normal. Qu'est-ce que vous préférez? Conduire sur autobus, c'est quand même pas plus intéressant, mais on se sent plus occupé quand même. Vous avez beaucoup de contact avec le public? Au funiculaire, pas tellement. Disons que si on arrive à connaître quand même certaines personnes qui sont des habitués, sur les lignes différentes, c'est pas les mêmes contacts, surtout plus des renseignements sur la ville, sur les temps de départ et autres. Mais sinon, avec les clients, c'est assez restreint. Alors, le réseau de transport de Lyon est le deuxième réseau de transport de France, derrière Paris. Et en termes d'organisation, c'est le premier réseau français décentralisé. Il faut savoir qu'à Paris, le réseau de transport dépend directement des instances nationales. Par contre, dans toutes les autres agglomérations, ça dépend du pouvoir local. Et donc Lyon, en termes de réseau autonome dépendant du pouvoir local lyonnais, c'est le réseau TCL. Alors, le réseau TCL est un réseau composé de plusieurs modes de transport. Il y a 4 lignes de métro, dont une ligne de métro sans conducteur, donc métro automatique à grand gabarit. Il y a plusieurs lignes, 7 lignes de trolleybus et il y a une centaine de lignes d'autobus, avec donc un parc d'autobus de l'ordre de 1000 véhicules. C'est donc un réseau important. Alors ce réseau fait un maillage de l'ensemble de l'agglomération, l'agglomération étant composée de 55 communes et comportant de l'ordre de 1 200 000 habitants. Sur ce volume, nous avons quotidiennement, sur l'ensemble du réseau TCL, un trafic de l'ordre de 900 000 personnes par jour, ce qui est très important. En fait, nous développons une politique de transport en commun qui, je crois, pour l'avenir est tout à fait indispensable. Pour vous donner d'abord quelques chiffres,
Lyon représente actuellement une population de 415 000 habitants au sein d'une communauté urbaine, ce qui est une structure très française, d'environ 1 200 000 habitants. Or, il se trouve que, curieusement, la communauté urbaine de Lyon représente à elle seule 415 000 ménages et a sur l'agglomération 415 000 véhicules. C'est-à-dire que pratiquement, il y aurait un véhicule par Lyonnais, en moyenne. D'autre part, l'évolution du nombre de véhicules a été extrêmement importante, je crois, comme tous les pays, puisque voilà environ 10 ans, nous comptions que 300 000 véhicules automobiles dans l'agglomération. Nous en sommes maintenant à 415 000 et dans 10 à 15 ans, nous pensons avoir 600 à 650 000 véhicules. Ce qui fait que la solution passe nécessairement par les transports en commun si l'on veut pouvoir se déplacer dans cette agglomération. Or, de plus en plus, nous avons assisté à un certain dépeuplement de la ville-centre au profit de la périphérie. Cependant, nombre d'emplois, particulièrement les emplois tertiaires, les emplois scolaires, etc., sont restés au centre-ville. Ce qui fait que beaucoup de personnes se déplacent de la banlieue au centre-ville et ce qui induit des flux importants. Ce qui veut dire qu'il faut changer, il faut d'abord offrir des possibilités de transport supplémentaires et changer peut-être le mode des habitudes des Lyonnais pour laisser leur voiture et prendre les transports en commun pour favoriser ce déplacement collectif. Depuis 1978, nous avons un métro et nous avons donc aujourd'hui 3 lignes de métro, la ligne A, la ligne B et la ligne C. Et ces lignes de métro, une 4e, elles ont eu tellement de succès. Nous avons jusqu'à 250-280 000 voyages jour sur ces lignes de métro. Et donc nous sommes en train de construire une 4e ligne, qui est la ligne D, qui traversera Lyon d'est en ouest. Et on a ici une magnifique perspective sur cette ligne D par le cours Gambetta, et qui va être inaugurée en principe en mai 91, l'année prochaine, et qui aura la particularité de n'avoir aucun conducteur. Mais pour un métro à grand gabarit, puisque c'est, contrairement à Lille, qui a aussi un métro sans conducteur, mais à petit gabarit, ça sera la première ligne au monde à grand gabarit. Donc c'est une rude expérience à laquelle nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Or, le système que nous avons mis au point, que nous sommes en train de réaliser, c'est un métro tout à fait classique, mais absolument tout automatique. Et ceci ne se fait pas, bien sûr, sans difficulté, parce qu'il faut pouvoir, lorsque les gens arrivent sur les voies, distinguer la chute d'un paquet de cigarettes sur la voie d'une personne qui tomberait. Il faut pouvoir, d'une façon tout automatique, gérer les rames. Il y a évidemment toute une technologie extrêmement pointue, donc à mettre au point, mais ceci est en bonne voie et donc dans un an nous aurons, je crois, cette première mondiale de métro tout automatique qui est dans la bonne filière technologique, je crois, des modes de transport collectif. C'est vrai qu'effectivement cette ligne D est la première ligne de grands métros, donc de métros larges à grande capacité sans conducteur. Cette ligne offre une possibilité de cadencement de service à 2 minutes d'intervalle. Donc il y a toutes les 2 minutes, il y a une rame de métro qui rentre en gare et qui en repart, ce qui est exceptionnel. Et avec des conducteurs, ça serait presque infaisable. Et voyager sans conducteur, ça fait pas mal, ça fait pas peur Non, absolument pas. Je peux vous dire que moi qui fais souvent des visites, je me suis trouvé en visite avec des personnes et c'est arrivé plusieurs fois, les premiers temps de l'exploitation. Et on avait donc, j'étais en train de commenter à mes visiteurs, j'expliquais qu'il n'y avait pas de conducteur et une dame s'est levée et dit « Ah mais il n'y a pas de conducteur, je n'avais pas vu ça du tout ». Donc je crois qu'il n'y a eu absolument aucune appréhension. Il y a eu une curiosité qui existe encore un peu, mais presque plus au niveau des Lyonnais. Et maintenant, les gens qu'on voit à l'avant, ce sont des gens qui ne sont pas de Lyon. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formule cette fois, plutôt que de mettre encore un métro avec conducteur ? Disons que le métro des lignes A et B est déjà un métro automatique. Bien que les gens ne le sachent très peu, c'est un métro qui est pratiquement automatique. Le conducteur, sans rien lui enlever, ayant pour rôle d'ouvrir et fermer les portes et de surveiller la voie, surveiller ce qui se passe devant lui.
donc on était déjà dans le bain. Alors on avait envie de passer au stade supérieur. En fait, si initialement on a peut-être pensé que le fait de ne pas avoir de conducteur était une façon de gagner de l'argent, ce n'est pas ça la vraie raison. Je vous l'ai expliqué, c'est surtout une raison technique de cadence. Donc si on met quelqu'un dedans à ce moment-là, ce n'est pas un travail très très intéressant d'être dans un appareil qui est entièrement automatique. Donc en fait ce personnel de conduite a été remplacé par du personnel de ce qu'on appelle du personnel d'ambiance, c'est-à-dire des personnes qui sont dans les couloirs, qui sont dans les rames, qui se baladent, qui renseignent les gens et qui en même temps surveillent la sécurité. Hein, ce que nous appelons, nous, des agents de ligne. Ce n'est pas des contrôleurs, forcément. C'est pas, si vous voulez, un personnel répressif, mais c'est un personnel d'information et d'éducation de la clientèle. Donc, de ce point de vue-là, ça se passe plutôt bien. Ça a même diminué les agressions dans le métro. Le rôle d'agent de ligne est un rôle d'accueil, de réception de notre clientèle afin de les renseigner autant sur leur trajet que sur la tarification. Nous sommes là également pour la dissuasion. Vous vous inquiétiez un petit peu pour nous là? Et oui, parce que je vous voyais filmer et effectivement on ne peut pas filmer sans autorisation. Ce n'est pas top secret, mais la moindre des choses c'est d'avoir une autorisation pour filmer. Et puis on autoriserait sans réglementation, tout le monde viendrait avec sa caméra filmer, surtout maintenant avec le caméscope, chaque touriste viendrait pour filmer. Ça serait pas possible. Ici à la Part-Dieu, donc c'est une arrivée de gare SNCF. Donc nous avons beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, autant de France que de l'étranger. Et ils sont un petit peu perdus. Bon, les itinéraires sont bien indiqués, mais on est toujours un petit peu perdus. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Voir les itinéraires, comment acheter un ticket, problème de monnaie. Donc, tout ça fait qu'ils sont agréablement surpris de voir quelqu'un d'avenant leur demander ce qu'ils veulent. C'est aussi un métro qui a donné l'accessibilité aux handicapés. Alors Lille le faisait également, mais donc ici Lyon c'est quand même un métro lourd, ce qu'on appelle dans notre jargon technologie un métro lourd, qui donne accès aux handicapés. Donc les handicapés, il y a donc des ascenseurs qui ont été créés. Il y a ce qu'on appelle le nez de quai qui est ici et donc qui est plus rugueux que le reste du quai, qui permet à l'aveugle avec une canne à la canne de détecter cette rugosité et de savoir qu'il est au-dessus du vide, donc de faire attention. Il y a également des bandes, des carrés blancs devant les portes qui permettent aux malvoyants de se localiser par rapport aux portes. Et ainsi de suite, il y a différentes approches qui permettent d'accueillir l'handicapé. Alors, la notion d'handicapé, c'est élargi. D'ailleurs, il ne faut pas avoir uniquement des gens en fauteuil. Ça concerne les aveugles, ça concerne les sourds et les malentendants. Ça concerne aussi vous et moi. Si, par exemple, un jour, je viens prendre le métro avec une valise lourdement chargée ou 2 enfants et une poussette, etc. Et donc, c'est pas du tout c'est l'intégration de l'handicapé dans la cité, puisque à partir de là, grâce aux ascenseurs qui existent, toute personne qui est momentanément, je dirais, handicapée, donc on les appelle d'ailleurs des personnes à mobilité réduite, donc toute personne qui est à mobilité réduite pendant un moment peut utiliser le métro. Donc c'est des équipements qui sont faits pour tout le monde et qui ne sont pas du tout ségrégationnistes, au contraire. Mais c'est aussi une nouvelle architecture pour les stations et où les architectes ont, je dirais, compris
que comme on a un métro qui est très près du sol, de faire rentrer la lumière à flot, comme ici. Vous voyez, la lumière rentre à flot. Et la plupart des stations, la lumière rentre à flot par différents moyens. Est-ce qu'il y a des stations qui sont plus intéressantes que d'autres sur le plan architectural ou sur le plan visuel, lumière? C'est très difficile à dire parce que c'est une question de goût. Moi personnellement qui suis souvent dans le métro par mon métier, je trouve, et puis j'ai les échos également des gens, toutes les stations de l'AD sont vraiment très belles, elles ont chacune leur originalité. Alors je ne veux pas vous les évoquer toutes les unes après les autres. Pour une fois, je dirais que je fais l'exception. Moi, pour moi, la plus belle, c'est Gorge-de-Loup. On ira sans doute tout à l'heure. Elle a une architecture assez sobre, de béton, mais beaucoup de lumière. Après, je mettrai Saint-Jean, parce qu'il y a un puits de lumière. Et puis comme convivial, je trouve bien la station où nous sommes là, sans souci. Et puis lumière également, sont très conviviales. Certaines sont un peu hiératiques comme Garibaldi, où il y a une mosaïque, une fontaine qui est figée, c'est-à-dire une fontaine en mosaïque, mais qui est très belle, assez hiératique, ainsi que Parilly. Alors Parilly, c'est très curieux, moi je ne suis pas un spécialiste en architecture, mais les architectes ont voulu faire des piliers qui rappellent soit le dorique ou le néo-dorique ou même certain pilier égyptien. Mais je crois que chaque station a sa qualité et son tempérament, son caractère. Voilà, alors on est sur la ligne C. Oui, qui est une ligne un peu particulière. Eh bien, on a un bogie chemin de fer qui est doté d'une roue dentée qui vient s'enclencher sur un rail denté et qui permet de franchir une pente de plus de 20%. Ensuite, quand on arrive sur le plateau de la Croix-Rousse, on n'a plus de rail denté. Donc la roue dentée continue à tourner dans le vide et on enclenche à ce moment-là des roues fer normal, chemin de fer normal, et le train continue sur le plateau sans problème. Alors c'est une ligne un peu particulière qui nous cause beaucoup de soucis parce qu'elle fait pas mal de bruit. On a des problèmes de bruit. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur la C. Quand vous accédez au métro, vous avez ce qu'on appelle un composteur. Un composteur dans lequel c'est une petite boîte orange qui va permettre, quand on introduit le billet, de valider votre billet. Alors ce qu'il faut savoir à Lyon, c'est que vous pouvez utiliser, c'est un réseau intégré, et vous pouvez utiliser jusqu'à 4 fois un système, c'est-à-dire, imaginons quelqu'un qui vient de la banlieue ouest où nous sommes, il prend par exemple un bus qui l'amène au funiculaire, là il composte donc dans son bus, ensuite il composte au funiculaire, ensuite il accède au métro, il composte au métro, et il peut prendre par exemple la crémaillère ou un trolleybus, il composte. Donc il peut prendre 4 véhicules totalement différents pendant 1 heure. Mais il n'a pas le droit de faire l'aller-retour, bien entendu. Le compostage sert à valider le ticket. C'est-à-dire que le compostage va vous imprimer dessus le jour, la date d'aujourd'hui, le véhicule dans lequel vous l'avez pris, et ça permet à nos contrôleurs qui font on est obligé de compenser cette absence de tourniquet par des contrôles soudains dans les véhicules. Donc il y a des équipes de contrôleurs qui, à 3 ou 4 ou plus dans le métro, vont faire irruption dans la rame et vont contrôler les gens pour savoir s'ils ont leur ticket ou pas. Donc on a dit que Lyon était une ville où il y avait eu beaucoup de lignes de trolleybus. Et là on a encore 7 lignes de trolleybus, dont la 6, qui est une ligne très particulière parce qu'elle circule sur les pentes de la Croix-Rousse, dans des rues à double sens. Vous verrez tout à l'heure les prouesses du conducteur. À certaines heures de la journée, notamment le matin quand il y a les éboueurs qui font le ramassage des ordures et tout. Et c'est une ligne qui n'a que 7 véhicules, mais les pouvoirs publics, les élus, ont souhaité qu'il ait un certain caractère, donc nous ont demandé de le restyliser à l'ancienne. Donc les couleurs sont les couleurs du réseau du début du siècle,
tous les petits, ce qu'on appelle des filets, toutes les petites décorations que vous avez vues à l'extérieur sont des décorations qui se faisaient au début du siècle. Donc, et c'est un trolleybus qui est, je crois, assez cher au cœur des Lyonnais, parce que beaucoup nous en parlent, et on l'inclut beaucoup dans nos tournées touristiques, un peu dans le Ticket Liberté. Vous avez beaucoup de touristes, de visiteurs qui prennent cette gare de la Part-Dieu, oui. On a beaucoup de passages, on a beaucoup de gens qui vont aller dans les hôpitaux. C'est très varié, disons. Qu'est-ce que vous trouvez agréable sur la ligne, surtout? Alors, c'est un peu le parcours. La clientèle est agréable, donc... Vous n'avez pas d'embêtement avec le public? Non, c'est très rare. Non, on connaît beaucoup de monde, donc on discute un peu avec les voyageurs et tout. Qu'est-ce que les Lyonnais aiment à Lyon? On va se promener un peu, on fait un peu tout, comme tout le monde. Il y a des quartiers que vous appréciez surtout, des sites, des monuments? Un peu sur Saint-Jean. Moi, ce que je vois comme nouveauté vraiment marquante, ça a été avec l'ouverture de la ligne D, et c'était une volonté des élus, c'était l'inauguration d'une navette presqu'île qui permet de bien desservir la presqu'île de Lyon. Enfin, il faut peut-être rappeler que Lyon a deux fleuves, le Rhône et la Saône, et avec deux collines. Et donc, entre ces deux fleuves, il y a quasiment comme une île, d'où le terme de presqu'île. Donc, c'est le centre traditionnel, avec des rues assez étroites. Le métro le draine au centre, mais il y a tous les à côté avec beaucoup de magasins. Donc cette petite navette qui se faufile, qui fait 30 places, 30-35 places, qui se faufile donc à travers ces ruelles, vient tricoter, je dirais, avec la ligne A, et vient très bien irriguer cette presqu'île. Ça, c'est une nouveauté et c'était très intéressant. Elle est très conviviale. Alors, il y a l'arrivée également à l'opposé sur des grands itinéraires où il y a beaucoup de monde, notamment des itinéraires qui viennent alimenter le métro, comme sur Gorge-de-Loup ou bien sur Gare de Vénissieux, qui vont desservir des quartiers, je dirais, populaires, sans que ce mot soit péjoratif. Là, on a mis de l'articulé, donc c'est des bus doubles, si vous voulez, mais pas en étage, mais en longueur. Pas en étage comme à Londres, mais allongé. Donc il y a un soufflet au milieu. Donc des articulés, on a beaucoup développé les articulés. Bien sûr, nous avons, et c'est en particulier ma direction qui s'en occupe, analysé la différence en fait entre le réseau métro et le réseau de surface. Et nous estimons aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose en termes de transport de surface. Pour cela, nous étudions la possibilité de mettre en place un système qui effectivement pourrait être une première mondiale ou tout au moins une première française qui se situe quelque part entre le tramway et le trolleybus moderne. Alors, ça serait un véhicule qui pourrait être guidé, qui serait sur pneus, qui aurait une traction électrique, mais dont on ne sait pas encore exactement l'aspect extérieur, qui doit être très attractif pour notre clientèle. On a un autre grand projet qui est en cours de préparation, et là, comme nous faisons partie d'un groupe, c'est Caen qui a démarré le premier. On a un projet d'un nouveau trolleybus, d'un nouveau véhicule qui tient du tramway du trolleybus. Alors, est-ce un trolleybus sur rail ou un tramway sur pneus? Ça, c'est les spécialistes qui le diront. C'est un véhicule hybride qui peut se faufiler dans les vieilles rues, donc à ce moment-là, il est guidé par un rail central. Et puis sinon, qui peut rouler comme n'importe quel véhicule. Il aura des pneus, donc comme un trolleybus, avec une caténaire et un pantographe qui ira capter le courant. Et ce véhicule serait avec un design moderne et il viendrait irriguer et desservir, disons, une quinzaine d'itinéraires majeurs qui seraient un espèce de complément entre le métro et le reste du réseau. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait mailler, c'est-à-dire que souvent quand on arrive en terminus, dans une station de métro en terminus, qu'on veut continuer le voyage en bus, on a une fréquence qui n'est pas toujours très bonne, il faut être honnête et objectif. Donc sur ces lignes, sur ce réseau intermédiaire, tel que l'ont défini les élus, la fréquence ne sera jamais supérieure, je dirais, à 10 minutes.
C'est-à-dire qu'on aurait toujours de 5 h du matin jusqu'à minuit. Et avec une approche visuelle pour le client très caractéristique qui permettrait de dire je suis sur une ligne à grande fréquence et à qualité presque égale au métro. Alors ça, c'est le grand projet des 5 à 10 ans qui viennent. Tout dépendra des financements qu'on aura de l'État et des collectivités. Bon, alors, ce qu'il faut savoir à Lyon, ce que nous avons développé d'une façon assez importante, ce sont ce qu'on appelle les centres d'échange. Mais il faut dire qu'on retrouve dans chaque centre d'échange un certain nombre d'équipements. Alors, équipements qui sont des poteaux d'arrêt sur lesquels on trouve l'horaire théorique, donc c'est-à-dire l'heure de départ. Par exemple, là, on a départ à 10 h 51. Ou bien, dans certains cas, la fréquence, c'est-à-dire que quand s'il passe un bus toutes les 5 ou 6 minutes, on mettra fréquence 5 ou 6 minutes. Alors d'autre part, on trouve des abris équipés de bancs, équipés de plans de quartier, équipés de plans de réseau. Et puis bien sûr, l'essentiel que j'oubliais, dans tous les grands centres d'échange, on a une agence TCL, donc dans laquelle on peut acheter des billets, bien sûr, c'est normal, mais également dans lequel on peut s'informer. Parce que nos agents sont formés, nos guichetiers si vous préférez, sont formés maintenant tout doucement au tourisme. On est en train de faire une formation aux langues étrangères, première langue l'anglais dans un premier temps, quelque chose de très sommaire, mais de façon à dépanner un touriste qui est un peu perdu et qui a besoin de renseignements. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer par exemple à un touriste qui est là pour quelques jours? Quelques jours, 2 ou 3 jours. Mettons 3 jours. 3 jours. Alors là, je conseillerais de prendre le billet de tourisme qui vous permet donc de visiter la ville complète, d'aller où vous voulez, de prendre n'importe quel bus, les métros, le funiculaire, tout. Voilà, vous pouvez voyager pendant voyons voir combien d'heures, 72 heures sur le réseau entier. Vous n'avez pas de contraintes. Donc vous poinçonnez votre ticket et là commence à décompter les heures. Voilà. D'accord. Où vous poinçonnez la première fois, vous commencez à compter 72 heures. Ça vous permet donc de tout faire, de tout visiter pendant 3 jours. Vous allez n'importe où, dans un sens comme dans un autre, sans contrainte avec les billets donc qu'on vend soit à l'unité, soit en canette 6, qui là sont, bon, bah, c'est valable 1 heure et vous ne pouvez pas faire d'aller-retour. Tandis que ce ticket de liberté, c'est vraiment la liberté de faire ce que vous voulez avec ce billet. Voilà ce qu'on peut dire sur ces centres d'échange, en sachant qu'on y trouve, en plus, donc c'est pour les bus, mais on y trouve une correspondance métro, une correspondance train et une complémentarité taxi ou voiture particulière, parce qu'à Lyon maintenant, on considère que la voiture particulière est un complément du bus ou du métro, et non pas une ennemie comme on la considérait autrefois. Alors Lyon, comme toutes les villes d'Europe d'ailleurs, a été construite à une époque où il n'y avait pas de voiture, donc pas du tout adaptée à ce système. Il n'y a donc pas la place pour tout le monde, c'est très clair, et on est obligé de choisir, et le choix c'est bien sûr celui des transports en commun en priorité. Il n'empêche qu'un centre-ville, pour fonctionner, a besoin des voitures, c'est indispensable. Certaines fonctions peuvent être assurées par les transports en commun, d'autres ne le peuvent pas. Il faut donc, pour assurer les fonctions vitales minimales, créer des parcs de stationnement. Nous avons un premier type de parking, qui sont des grands parkings de 800 à 1000 places en centre-ville et dans l'hypercentre, de manière à ce que les véhicules automobiles qui viennent dans le centre de l'agglomération puissent stationner en sous-sol afin, à terme, de libérer l'espace, donc en surface, pour que cet espace soit réservé essentiellement à la qualité de la vie, à l'espace piétonnier, au commerce, bon, tout simplement, comme je dis, à la qualité de la vie. On a donc à Lyon, depuis 1990, construit beaucoup de nouveaux parcs de stationnement qui ont pour objectif, non pas de faire venir de nouvelles voitures de l'extérieur, bien sûr, il y en a assez comme ça, mais de renvoyer sous terre, puisque ces parcs sont souterrains, les voitures qui jusque-là occupent l'espace extérieur.
Cet espace extérieur va être et a été réutilisé pour d'autres fonctions plus nobles qui sont en matière de déplacement des couloirs de bus, par exemple, mais également et surtout des élargissements de trottoirs et puis tous les réaménagements des grandes places de Lyon qui étaient souvent auparavant des parcs de stationnement aériens et qui sont devenus des espaces réservés aux piétons, paysagers, avec, selon les cas, de la verdure, des jets d'eau et des endroits qui sont agréables. Traditionnellement, les gens ont peur d'aller dans les parcs de stationnement et ils ont particulièrement peur dans le sous-sol. Ce qui fait que simultanément au travail qui a été fait en surface pour faire des belles places, il y a eu, et là c'est Lyon Parc Auto qui s'en est occupé, un travail en souterrain pour faire des beaux parcs. Et c'est allé très loin puisque nous avons sur chaque ouvrage associé, et là aussi toujours très en amont du projet, dès la phase de conception, associé aux techniciens avec qui nous travaillons d'habitude, des architectes, un architecte sur chaque opération, mais également un architecte d'intérieur avec une mission de coordination, associé un designer, graphiste, typographe, qui a travaillé sur toute une série d'éléments répétitifs, la signalétique, toutes les indications écrites. Et puis enfin, et peut-être le plus important, nous avons fait appel à des artistes, de très grands artistes internationaux, qui ont eux aussi collaboré dès le tout début, donc qui ont marqué chaque parc, qui l'ont un peu façonné selon leur projet et leur vision. Et ça a tellement bien marché que nous avons découvert par des gens extérieurs à Lyon que quand des Lyonnais reçoivent des amis à Lyon, maintenant ils les emmènent visiter les parcs de stationnement. Voilà, et nous ressortons le long du théâtre des Célestins. Lyon Parc Auto gère à peu près tous les parcs de stationnement de Lyon, dans la ville, intramuros, ainsi que le stationnement sur la voie publique, les horodateurs. Nous gérons également donc, dans cet ensemble les 3 parcs de bordure de rivière. Ils sont assez contestés aujourd'hui parce que les Lyonnais pensent, et je crois qu'ils ont raison, qu'on pourrait faire autre chose le long des rivières, reconstituer des promenades avec des arbres, de la verdure, des endroits plus agréables. Je pense qu'on y viendra dans les prochaines années. Et enfin, ce sont les grands parkings de rabattement qui se trouveront aux têtes de station, en particulier du métro, de manière à ce que les automobilistes de la périphérie puissent laisser leur voiture dans ces parkings et prendre les transports en commun pour se rendre au sein de l'agglomération. Je pense qu'avec l'évolution des moyens de déplacement, il faut faire comprendre, et c'est un travail de pédagogie et d'explication, faire comprendre à un certain nombre de personnes que les transports en commun qu'ils n'utilisent pas aujourd'hui serait pour eux une très bonne réponse à leurs problèmes de déplacement. Ce qui permettrait de réserver l'automobile à des usages où elle est vraiment indispensable. C'est assez difficile parce que le système démocratique français fait qu'on ne peut pas, le matin, empêcher quelqu'un de prendre sa voiture quand il part de chez lui pour aller travailler. La seule solution, c'est à l'autre extrémité du trajet, donc quand il arrive dans le centre-ville, qu'il sache que les possibilités de stationnement sont limitées. Et s'il sait qu'il ne trouvera pas de place, ou alors qu'il ne la trouvera qu'à un prix qu'il juge excessif, là, il réfléchira à son acte de déplacement et nous espérons que progressivement, il utilisera cette autre solution qu'est le transport en commun. À Lyon, aujourd'hui, il existe un boulevard périphérique qui s'étend sur la partie est de l'agglomération. L'objectif est de prolonger ce périphérique pour en faire le tour complet de l'agglomération, ce qu'on appelle un ring, pour que, si vous voulez, les gens qui n'ont rien à faire dans le centre de Lyon puissent effectivement rouler sans aucun problème, faire le tour de l'agglomération et partir dans la direction dans laquelle ils veulent,
sans aller dans le centre de l'agglomération. Pour eux, ce sera aussi bien puisqu'ils n'auront pas à subir les embouteillages de la ville. Et pour les gens de la ville, ils n'auront pas à subir les voitures qui n'ont rien à faire dans le centre-ville. C'est surtout pour les gens qui habitent Lyon et ses environs, hein, pour les gens qui habitent dans la communauté urbaine. C'est vrai que vous avez des fois des trajets pour aller à votre domicile ou pour aller faire des courses qui vous obligent plus ou moins à passer d'un côté à l'autre de la ville. Et pour ça, aujourd'hui, nous sommes obligés de passer dans le centre-ville, ce qui est un petit peu dommage. Donc là, c'est offrir la possibilité de pouvoir avoir un itinéraire différent, une sorte d'itinéraire de délestage, alors qui bien sûr pourrait être aussi utilisé par les gens qui ne sont pas de Lyon, par des gens étrangers qui pourront utiliser aussi cet ouvrage. Ici nous sommes donc sur la partie qui n'est pas très loin du périphérique existant. Il se trouve de l'autre côté du Rhône, c'est-à-dire en rive gauche du Rhône. Nous sommes ici en rive droite. Et le périphérique nord, pour passer de rive gauche à rive droite, il faut qu'il franchisse le Rhône. Donc nous sommes en train de construire un viaduc, comme on peut l'apercevoir derrière moi. Donc ce sera un viaduc qui sera long de 500 mètres. Ce sera le 39e pont du Grand Lyon. Nous sommes maintenant ici sur le site du tunnelier. Alors un tunnelier, c'est une machine automatique qui creuse des tunnels. Elle a cette faculté de pouvoir creuser et de mettre en même temps le revêtement béton définitif derrière elle, c'est-à-dire qu'elle met en place directement le tunnel dans lequel viendront circuler ensuite les voitures. Alors ce tunnelier est une énorme machine. Elle a 11 mètres de diamètre, c'est-à-dire l'équivalent à peu près d'un bâtiment de 2 étages. Pour vous donner une idée, le tunnel sous la Manche, par exemple, a été creusé avec un tunnelier également, mais le diamètre était uniquement, si l'on peut dire, de 8,70 m. Donc vous voyez ici à Lyon 11 mètres, c'est quand même un peu plus important. Cette machine a également une longueur de 200 mètres et elle pèse plus de 2000 tonnes. C'est vrai que le tunnel sous la Manche étant un tunnel ferroviaire, c'était pas la peine non plus d'avoir un diamètre trop important. Il était calculé en fonction du véhicule, locomotive et wagon. Ici, ce sera donc un périphérique à 2 fois 2 voies, donc on creuse un tunnel par sens de circulation. C'est pour ça qu'on avait besoin de ce diamètre-là. Nous exploitons 2 tunnels. Le tunnel sous Fourvière, qui est un tunnel à caractéristiques autoroutiers, avec un trafic de 100 000 véhicules par jour en moyenne. Et le tunnel de la Croix-Rousse, où nous sommes aujourd'hui présents, qui a un trafic de 80 000 véhicules par jour en moyenne. Donc un peu inférieur à Fourvière. Les 2 grandes différences, donc je disais Fourvière autoroutier, Croix-Rousse est plutôt un tunnel urbain. Et donc les caractéristiques des usagers, c'est que dans le profil Fourvière, ce sont surtout des gens qui traversent Lyon, donc beaucoup de plaques d'immatriculation étrangère. C'est l'axe nord-sud, comme on l'appelle. Au niveau de Croix-Rousse, ce sont surtout un trafic local. Trafic des Lyonnais. On fait surtout de la surveillance. Donc on a de la vidéosurveillance, des caméras. On surveille s'il y a d'éventuels accidents ou incidents, pannes, etc. On surveille les taux de pollution. Et d'après des taux de pollution avec des seuils qui sont délimités par on reprend des normes réglementaires, on déclenche de la ventilation et on adapte la ventilation pour que ce soit respirable. Donc pour nous aider à cette exploitation, pour Croix-Rousse, nous avons une équipe de 13 personnes, des surveillants qui sont donc à ce pupitre et qui tournent 24 heures sur 24, et du personnel d'atelier pour assurer la maintenance dans les stations de ventilation et à l'intérieur du tunnel.
Et ces gens-là peuvent intervenir à n'importe quel moment s'il y a un incident quelconque. Donc au niveau de la surveillance 24 heures sur 24, au niveau de la maintenance, c'est du personnel de journée, mais on a aussi pour les travaux en tunnel, nous tournons de nuit. On ne peut intervenir en tunnel pour les travaux de maintenance que la nuit. Donc nous sommes aussi, en cas de gros pépins, nous sommes aussi en collaboration directe avec les pompiers et la police. C'est-à-dire que le surveillant a pour consigne, en cas de constat d'une anomalie, de prévenir. Si c'est une panne, un dépanneur, si c'est un accident, la police. Et après, la police prend le relais au niveau des directives de l'opération. Il y a des projets en cours à la communauté urbaine qui sont déjà le contournement, avec un 3e tunnel qui passera sous Caluire et qui devrait, délester ces ouvrages de la Croix-Rousse et l'ouvrage de Fourvière. Mais bien sûr, les grandes migrations, nous attendons toujours avec un peu de crainte. Effectivement, nous aurons encore des bouchons sous Fourvière. La circulation est très difficile dans les vieux quartiers de Lyon, Saint-Jean, Saint-Georges, la Presqu'île. Et pour cela, il y avait à l'origine à Saint-Jean une zone piétonne qu'il a fallu rénover. Et puis on s'est dit pourquoi pas étendre ces zones piétonnes pour pouvoir limiter la circulation automobile dans ces quartiers difficiles et essayer de les cantonner dans des parkings au périphérique ou aux alentours. Donc il y a eu la création d'autres zones piétonnes. Nous avons aujourd'hui 10 zones piétonnes en service. Alors les zones piétonnes, on contrôle l'accès par des bornes mobiles, qui sont des systèmes pneumatiques, électro-pneumatiques. Nous avons des plages horaires où les accès sont libres pour les livraisons. Et à partir d'une certaine heure, les accès sont interdits à tout véhicule, sauf les cas d'urgence, sauf l'accès aux riverains, qu'on ne peut pas interdire de rentrer chez eux. Saint-Jean, qui était une des premières zones piétonnes et qui est aussi un haut lieu touristique. Bon, il faut se remettre dans le contexte, je dirais au niveau de la restauration, au niveau de ces terrasses. Bon, quand il arrive la saison estivale, je pense que les gens sont bien contents de pouvoir marcher au milieu des rues et ne plus avoir ces voitures qui chevauchent les trottoirs, etc. Nous sommes à la gare de la Part-Dieu. C'est la gare principale de Lyon. C'est une gare très chargée et qui a une capacité de se développer puisqu'il y a eu des réservations de fait à sa construction et que dans quelques années, il y aura un agrandissement de cette gare qui est tout à fait possible parce que l'emplacement des voies a été prévu à l'origine, ce qui est très intéressant. Part-Dieu, où il y a des mouvements de trains TGV qui viennent de Paris, qui vont sur Marseille, sur Grenoble, etc. Le TGV 731-603 en provenance de Paris-Gare de Lyon à destination de Grenoble sera reçu sur la voie G dans quelques minutes. Ce train est sans arrêt de Lyon-Part-Dieu à Grenoble. On peut presque comparer le TGV entre Lyon et Paris comme un métro national. Tellement à certains moments, les rames, suivant les heures de la journée, les rames se succèdent parfois toutes les 5 ou 10 minutes l'une derrière l'autre. En principe, à l'heure précise, il peut y avoir quelques petits retards dus à des impondérables, mais disons en principe, les trains français arrivent à l'heure. J'ai un ami américain qui dit souvent quand il vient nous voir, je suis en France parce que les voyageurs ne parlent pas de retard, ils parlent de la qualité de la nourriture à bord. Un petit mot. Disons que je pars, mais je viens déjà de Paris, là. D'accord, mais vous êtes de Lyon? Je suis de Lyon, oui. J'arrive de Paris, je vais à Saint-Étienne, j'en reviens. Voilà. Vous faites régulièrement?
Oui, ben, pas ce train-là, on fait tous les autres. Quoi, oui. Vous revenez en fin de journée? À 15 h, j'ai fini. À 15 h. Tous les jours, la semaine? Non, ça dépend, c'est pas les mêmes heures. Ouais, ça dépend. Hein. Pas les mêmes heures. Je vous souhaite bonne route. Hein. Merci, hein. Puis je m'excuse, mais j'ai pas beaucoup de temps. Hein. C'est nous qui vous remercions. Il y a une deuxième gare importante qui est Perrache. Perrache, c'était la gare de Lyon autrefois, c'est la grande gare de Lyon. Et donc la Pardieu est venue, a pris une bonne partie du trafic de Perrache. Mais on peut dire que grâce au métro qui relie la Pardieu et la Presqu'île, donc le centre traditionnel de Lyon, on peut dire que la gare de Perrache survit et très bien et qu'elle a encore un trafic très important. Donc certains trains continuent jusqu'à Perrache et font leur terminus à Perrache. Les trains classiques également s'arrêtent ici, font correspondance avec le TGV, donc régulièrement. Et puis donc vous avez cette liaison, vous avez également sur la gare, je vous ai parlé du métro, mais vous avez également des bus et des autocars qui partent dans différentes directions, notamment pour desservir la ville ou les villes avoisinantes. Je crois que c'est au début des années 80, en France, on a mis en place le premier TGV qui était la liaison entre Paris et Lyon. Donc ce TGV était un grand succès. La SNCF a donc envisagé relativement rapidement de prolonger le TGV au-delà et donc notamment d'étudier un contournement de la ville de Lyon. Et quand on contourne Lyon, on passe en fait dans l'Est lyonnais, c'est-à-dire dans le secteur où il y a l'aéroport de Satelas. Donc au moment où les études ont commencé, la SNCF ne se préoccupait pas spécialement de l'interconnexion entre le TGV et l'aéroport, mais à ce moment-là, beaucoup d'élus du secteur, c'est-à-dire de la ville, du département, de la région, se sont dit qu'il y avait une opportunité, quelque chose à faire, quoi. Ils ont donc poussé la SNCF à déplacer le tracé pour que le TGV traverse l'aéroport, avec dans l'idée de créer cette connexion entre le TGV et l'aéroport, comme gros enjeu d'aménagement. Et en plus, donc, la région Rhône-Alpes a aussi décidé de prendre en charge la construction de la gare elle-même. Alors un souhait supplémentaire a été, puisque c'est un point très particulier de Rhône-Alpes, de veiller à ce que l'architecture de la gare soit très remarquable, que ce soit une très belle gare. Et donc on a lancé un concours d'architecture et le candidat qui a été retenu, c'est l'architecte valencien Santiago Calatrava, qui a un style très particulier, assez flamboyant, mais qui a beaucoup de charme. Donc la gare a été construite et elle a été mise en service en juillet 1994, en même temps que l'achèvement du contournement TGV de Lyon. Oui, il a une conception un petit peu futuriste des choses. Bon, l'oiseau qui symbolise quand même l'envol de la région, on se projette déjà sur l'avenir, ce qui est très bien. C'est un petit peu, je dirais presque à l'effigie du projet, c'est cette audace un petit peu en extrapolant sur beaucoup de choses. La multimodalité, c'est pas simple, hein. L'intermodalité, par voie de conséquence, elle est encore moins. Les enjeux de chacun amènent à quand même une petite rétention sur... mais bon, c'est audacieux et l'architecture symbolise bien ça. Et Calatrava lui-même disait que lorsqu'il a réfléchi, lorsqu'il a travaillé sur ce projet de gare, il a souhaité vraiment s'inspirer de ce qui avait été fait par l'architecte de l'aéroport, qui était Guillaume Gillet, qui était un Grand Prix de Rome et qui a réalisé en 1975 l'aéroport de Lyon-Satola. Donc il s'est inspiré très fortement, nous a-t-il dit, de ces fameux toits en forme de parapluie qui agrémentent les terminaux de l'aéroport que vous pouvez voir d'ici et qui sont également repris dans la couverture des voies que vous voyez de part et d'autre de ce bâtiment central.
Je suis arrivé donc au mois de septembre. J'ai vu pas mal de choses. Il y a toujours eu l'euphorie de la mise en place, l'inauguration, et après il a fallu voir plutôt le côté être un petit peu plus terre à terre et voir le côté exploitation pure, quoi. Ce qui a amené des petites corrections. C'est-à-dire C'est-à-dire dans les moyens qu'on avait envisagés au départ, donc un petit peu plus adapté. Bon, il faut dire qu'on n'avait pas quand même l'expérience d'exploitation de la gare, donc on a fait un petit peu des mises en place à tâtons. Il a fallu un petit peu plus ajuster, quoi. Vous avez beaucoup de trafic? On a un trafic en constante progression, en tous les cas, même si ce n'est pas un trafic qui pourrait correspondre aux moyens qu'on a mis en place, mais un trafic qui est prometteur, puisqu'on a dépassé les 10 000 passagers au mois d'avril, et on pense continuer sur cette lancée, et puis bon, tout en pensant à l'objectif des 100 000 qui avait été fixé au départ, on l'aura largement dépassé. Il faut bien préciser, ici, nous n'avons que des TGV. Ce ne sont pas des trains classiques. Nous n'avons que des TGV qui s'arrêtent ou qui passent dans cette gare, puisque actuellement, il y a un trafic de TGV venant du nord, venant de Paris et continuant soit sur les Savoies, soit sur le sud, sur la Méditerranée, qui passent dans cette gare sans s'arrêter, dans un tunnel fermé, dans lequel, donc, tunnel à 2 voies permettant aux TGV de passer à pleine vitesse sans s'arrêter, soit de trafic de TGV qui s'arrêtent à Satola et qui permettent à des gens, encore une fois, venant de Paris, de continuer sur Grenoble, Chambéry ou Annecy pour ce qui concerne l'Est, ou bien venant de Paris et continuant vers le sud, vers la Méditerranée, puisque cette ligne maintenant relie Paris à Valence sans arrêt à Lyon, en contournant au contraire la ville de Lyon, mais par contre 5 TGV dans chaque sens, c'est-à-dire 10 TGV par jour s'arrêtent ici à Lyon-Satola. On a de tout, hein. On a des gens qui viennent du Midi pour se rendre sur Roissy. Bon, ceux-ci sont déjà dans le train. On a des gens qui localement prennent le train pour se rendre sur Roissy, ou des gens qui ont pris le train en amont qui viennent sur Satolas. On a un petit peu de tout. On peut définir un voyageur typique ou un passager typique? Oui, actuellement le voyageur typique, on pourrait dire que c'est l'homme d'affaires. C'est le voyageur typique TGV. Ensuite, si on voudrait faire un ordre, c'est un petit peu la famille, ce qui est normal aussi, hein. On rentre dans différentes cibles commerciales, si c'est pas trop péjoratif le terme, la famille et puis les jeunes. Et pour l'interconnexion avec l'aéroport, quel est le voyageur typique? Le voyageur, on le connaît encore pas trop, hein, c'est ce qu'on est en train d'essayer de définir actuellement, c'est difficile, hein, difficile de savoir qui prend le train pour prendre l'avion. Il y a une enquête qui est en cours, hein, qui va mieux cibler ça et qui sera très intéressante pour la suite, surtout pour la conduite à tenir et puis peut-être aussi, en ce qui nous concerne, étoffer nos dessertes par rapport aux vols existants. Le TGV qui avait été un concurrent de l'avion dans les années 80, puisqu'il nous avait pris une bonne partie de notre trafic sur la ligne Paris-Lyon quand la ligne sud-est a été mise en service en 1981. Eh bien ce TGV, nous souhaitons, et c'est le souhait également des gens de la SNCF et de la région, nous souhaitons qu'il devienne complémentaire, qu'il devienne un mode de transport complémentaire à l'avion. Il y a première étape qui a été franchie notamment à Paris avec des accords qui ont été passés entre Air France et la SNCF. Ce que nous souhaitons effectivement, c'est que les passagers prennent l'habitude d'utiliser le TGV pour venir à Satola ou pour partir de Satola, mais cela ne sera possible qu'à 2 conditions qui nous paraissent essentielles. C'est d'une part que nous puissions avec la SNCF que la SNCF puisse offrir des horaires qui soient adaptés et qui soient donc
complémentaire de l'avion, et puis que nous puissions mettre en place, nous gestionnaires de l'aéroport, avec la SNCF, des services également de type enregistrement des bagages de bout en bout, avec les compagnies aériennes, éventuellement billets communs, billets uniques, etc. Un ensemble de services qui faciliteront les choses et qui permettront aux passagers d'acquérir cette habitude d'utiliser le train comme ils utilisent actuellement leur voiture ou un taxi, mais sur des distances bien sûr un petit peu plus longues. Alors je vais peut-être décrire un peu comment fonctionne cette gare. Alors, donc il faut que vous imaginiez que vous avez à l'ouest la ligne TGV et à l'est l'aéroport et un peu plus loin les pistes. Donc, enfin, quand je dis aéroport, l'aérogare pour être précis. Donc quelqu'un qui arrive du TGV descend, monte sur les quais de la gare, enfin monte sur les quais de la gare, ensuite remonte à l'étage supérieur. Nous avons ensuite une galerie de liaison qui permet de rejoindre l'aérogare. Ça doit faire dans les 200-300 mètres. Et là, on est dans l'aérogare avec l'aérogare national et l'aérogare international. Donc, ce qui permet de rejoindre les trains, les avions, je veux dire. L'aéroport de Lyon est effectivement non seulement l'aéroport de la ville de Lyon, mais également l'aéroport de toute une vaste région qui est la région Rhône-Alpes. Et il a été construit en 1975, c'est-à-dire que Lyon-Satola fête cette année son 20e anniversaire. C'est un aéroport qui est parmi les aéroports français qui arrive en 4e position par le nombre de passagers traités, puisque nous avons fait en 1994, nous avons réalisé donc un trafic de 4 300 000 passagers. Donc il se situe derrière Paris, Nice et Marseille, qui sont les 3 premiers aéroports français. Lyon a un trafic très particulier dans la mesure où c'est un trafic d'affaires, c'est-à-dire que c'est essentiellement un aéroport qui est fait pour le business, pour les affaires. Mais il faut savoir que de plus en plus se développe à Lyon comme sur d'autres plateformes un trafic, disons, touristique qui est de plus en plus important et qui tente à rattraper le trafic d'affaires. Donc l'originalité de Satolas, c'est disposer de beaucoup d'espace, pouvoir se développer sans contraintes particulières, et ça c'est important, et puis allier, présenter sur un même site 3 modes de transport qui, nous l'espérons au fil des années, et nous y travaillons bien sûr, deviendront complémentaires, l'avion, le train et la route. Nous avons un trafic effectivement très important, un trafic international très important avec l'Europe. C'est-à-dire que notre vocation dans un premier temps était de desservir toutes les villes françaises, parce qu'il y a un courant de trafic entre Lyon et les principales villes françaises. Air Inter, qui est la compagnie intérieure française, a mis en place un réseau de liaison que nous appelons le rendez-vous lyonnais, qui permet à des gens arrivant de n'importe quelle ville de France le matin tôt de repartir sur n'importe quelle autre ville française en passant par Lyon, puisque les horaires ont été établis de façon à permettre ces correspondances à Lyon, et ça c'est très important. Et puis nous avons également un trafic important avec toutes les grandes capitales européennes. La plupart des grandes capitales européennes sont reliées quotidiennement à Lyon-Satola. Et il reste pour le 3e millénaire, et ça aussi c'est notre objectif, il reste pour le 3e millénaire à développer un réseau long courrier que nous estimons et que d'aucuns estiment pour l'instant insuffisant. Ça commence un petit peu avec les États-Unis, le Canada. Nous avons des relations, nous avons des liaisons régulières avec le Canada. Nous avons eu des liaisons régulières avec les États-Unis, notamment avec la compagnie American Airlines, qui proposait des vols quotidiens sur New York en 7-7, ce que nous appelons 7-7, c'est-à-dire 7 jours sur 7. Et puis pour des raisons de flotte, pour des raisons de disponibilité d'appareils, American Airlines a été obligée d'arrêter cette ligne entre Lyon et les États-Unis, comme elle l'a fait sur d'autres villes tout aussi importantes, je dirais même plus importantes, pour des problèmes d'appareils. Mais nous espérons et nous travaillons avec la DERLI, qui est l'Association pour le développement économique de la région lyonnaise. Nous travaillons d'arrache-pied, je dirais, pour de nouveau avoir une liaison avec les États-Unis, ce qui nous paraît indispensable pour notre avenir.
Et je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avions un trafic essentiellement d'affaires. Donc les hommes d'affaires veulent partir tôt le matin et rentrer le soir un peu plus tard. Donc nous avons des créneaux horaires entre 6h et 9h le matin et entre 17 et 20h, 21h le soir. Des créneaux horaires qui sont très chargés. Et nous devons travailler, réfléchir et aménager nos surfaces pour répondre à ces pointes, sachant que le reste de la journée est un petit peu plus calme. Et nous avons dû, dès 92, procéder à la réalisation d'une deuxième piste, puisque la piste principale que nous avions, la piste A, se révélait insuffisante pour traiter les mouvements d'avions que nous avions dans ces pointes horaires. Les services offerts par l'aéroport de Lyon-Sotteville, ce sont les services classiques que l'on trouve sur tous les aéroports, à savoir tout ce qui concerne la restauration, l'hôtellerie, la possibilité de change, d'avoir effectivement des salles de réunion également à disposition pour les hommes d'affaires. Nous avons augmenté le nombre, nous avons travaillé et nous avons augmenté le nombre de nos commerces mis à disposition de la clientèle. Entre l'année dernière et cette année, nous avons 2 nouveaux commerces. Donc les passagers, nos clients sur le site disposent d'une pharmacie, de boutiques de prêt-à-porter, tabac-journaux, une bijouterie qui vient de s'ouvrir récemment. Et nous continuons à travailler, à réfléchir en relation avec nos partenaires ici sur le site, à d'autres services que nous pourrions mettre en place. L'objectif, je le répète encore une fois pour nous, est d'augmenter les capacités, parce qu'on s'aperçoit que contrairement à l'impression que vous avez eue, que nous sommes en phase de quasi-saturation. Les aérogares, tels que vous les voyez, ont été conçus pour un trafic de 4 millions de passagers par an. Et nous avons dépassé ce stade, ce trafic de 4 millions de passagers par an. Donc nous devons maintenant très vite faire en sorte que nos capacités soient augmentées. Et nous travaillons, et notamment nous allons commencer par le terminal 2, nous travaillons au doublement actuel, nous travaillons au doublement de nos capacités, c'est-à-dire pouvoir traiter sans difficulté 8 millions de passagers par terminaux. Je dis bien par terminaux. L'objectif étant simplement de dédoubler les aérogares. Actuellement, le trafic se fait au même niveau, arrivée et départ se traitent au même niveau. L'objectif est d'offrir un niveau différent pour les arrivées et le départ, ce qui nous permettra dans un premier temps, sans faire de travaux gigantesques, de doubler nos capacités. Les Français utilisent de plus en plus l'avion. Ça, c'est essentiellement dû à une catégorie de personnes qui, les jeunes, comme les jeunes ou le 3e âge, se déplacent de plus en plus souvent. On sait que le loisir, que le voyage occupera dans les années à venir une place de plus en plus importante et que donc tout ce qui est lié au tourisme se développera, et le transport aérien bien évidemment au premier chef, parce qu'on souhaitera aller voir ailleurs, aller de plus en plus loin. Donc là nous sommes très optimistes parce que ça c'est un secteur qui va se développer, nous en sommes convaincus. C'est la raison pour laquelle nous sommes très vigilants et nous travaillons sur l'extension de notre aéroport et sur les aménagements de nos capacités, à la fois pour les hommes d'affaires, parce que bien sûr il reste notre principale clientèle, et pour les touristes. Bonjour, je m'appelle Véronique Netter.
J'ai 2 enfants, je suis lyonnaise, je travaille depuis 10 ans comme assistante dans une association qui s'occupe de patrimoine, qui s'appelle Patrimoine Rhône-Alpin. Et à ce titre, je me suis intéressée au patrimoine non seulement de Lyon, mais aussi de la région qui l'entoure. Je m'appelle François Brignac, je suis architecte et urbaniste et je travaille à l'agence d'urbanisme du Grand Lyon. J'occupe une fonction de direction et en particulier je suis responsable d'un département qui regroupe une quinzaine de personnes et qui réfléchit au projet urbain et à l'espace public, au fond à l'environnement dans lequel on vit et où on doit fabriquer la ville. Qui je suis? Alors je m'appelle Jean-François Laurent. Nous nous sommes connus parce que je travaille à l'agence d'urbanisme de Lyon qui vous a reçu. Dans cette agence d'urbanisme, j'exerce un métier autour de la vidéo. Et en dehors de ça, donc je suis lyonnais, habitant sur le fleuve. Une particularité qui vous intéresse, je crois, puisque j'habite sur un bateau. Bonjour, je m'appelle Gilles Devel. Je suis directeur de gestion de la compagnie Naviganter. J'ai 42 ans et je suis lyonnais depuis 1983. Directeur de gestion veut dire dans notre compagnie s'occuper, bien sûr, de la gestion, c'est le propre du mot, c'est-à-dire paperasse, comme nous appelons ça en franc, personnel et administratif. Donc je suis Jean Pelletier, professeur émérite de géographie à l'université Lumière, Lyon 2, et conseiller technique de l'agence d'urbanisme du Grand Lyon dans le domaine de la gestion des espaces naturels. Bonjour, je m'appelle Alain Biéchel. Je dirige une entreprise de transport qui s'appelle Delta Shipping, que j'ai créée il y a 5 ans maintenant, après avoir passé, on peut dire, une vingtaine d'années au sein de 2 ou 3 sociétés qui s'occupaient également de transport sur tous les titres. J'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'espère que tout ce que vous allez entendre maintenant vous sera profitable pour la langue française. Bien, je m'appelle Michel Dujardin, je travaille à la communauté urbaine de Lyon à la mission Grand Projet et je suis chargé de la communication de ce service et notamment de l'opération du périphérique Nord. Alors Jean-Marc Provent, je suis gérant de la société Naviganter. Je suis également administrateur de l'Office du tourisme de Lyon, membre du bureau. Et je participe à une commission qui est la commission de sécurité, qui est une commission très spécifique à Lyon, notamment pour la délivrance et la sécurité du transport de marchandises et des bateaux à passagers sur les fleuves à Lyon. Bonjour, je m'appelle Patrice Moret et je suis chargé à la Compagnie nationale du Rhône, donc au siège social ici à Lyon, de la communication et des relations publiques. Je dépends donc du directeur général. Bonjour, je suis Christelle Perrachon, je travaille pour le département du Rhône qui est une collectivité locale et j'ai un poste de chargé de mission. Très exactement d'attaché au directeur général, c'est-à-dire que je travaille avec la direction et en direction des différents services du conseil général. J'ai un poste transversal qui me permet de rencontrer beaucoup de monde qui travaille en lien avec le département, la ville, la communauté urbaine et d'autres partenaires.